Imaginez la scène. Vous êtes suspendu à un parachute, dérivant dans le ciel glacial de décembre. Au-dessus de l'Allemagne nazie. En dessous de vous, la fumée s'élève de votre bombardier B-7 en flammes, qui pique du nez vers la terre. Vous avez 23 ans et vous savez exactement ce qui vous attend là-dessous. Capture par l'ennemi. Interrogatoire, emprisonnement, peut-être pire. Nous sommes en décembre 1943. Vous êtes le sous-lieutenant Robert Bob Johnson et vous êtes sur le point de rencontrer l'homme qui entrera vos rêves et marquera le reste de votre vie. Mais c'est là que l'histoire contredit tout ce qu'on vous a raconté sur l'ennemi. Le pilote de chasse allemand qui vient de vous abattre, qui aurait toutes les raisons de vous abandonner à votre sort, va au contraire faire quelque chose d'extraordinaire. Il risquera sa carrière, peut-être même sa vie, pour s'assurer votre survie. Étage 40 ans plus tard, vous consacrerez tout votre être à le retrouver. Voici l'histoire vraie d'un pilote de bombardier américain et d'un as de la chasse allemand. Une histoire de guerre et d'honneur, d'obsession et de rédemption, d'une amitié impossible forgée dans le creuset des heures les plus sombres de l'humanité. 20 décembre 1943. Ciel de Brême, Allemagne. Le sous-lieutenant Bob Johnson est le copilote du Ehol Pub, une forteresse volante à B-17, lors de sa première mission au-dessus du territoire ennemi. Bob est originaire de l'Ohio, à peine majeur, et sa fiancée, Marie, l'attend au pays. Lui écrit chaque semaine. La mission est simple sur le papier, bombarder les cibles industrielles de Brême et rentrer à la base en Angleterre. Mais rien n'est simple à 8230 mètres d'altitude quand les Luftwaffe vous traquent. Le bombardement se déroule comme prévu. Bombs largies. Mais au moment de rentrer, c'est l'enfer. Des chasseurs allemands, des Messid Bf-109 et des Fala Wolf 190, fondent sur la formation comme des frelons enragés. Le Ehol Pub tremble sous les obus qui déchirent son revêtement d'aluminium. La voix du mitrailleur de queue grésille dans l'interphone. Des chasseurs à 6 heures d'altitude. Puis, son canon se tait définitivement. Un moteur est touché, puis un autre. L'appareil commence à perdre de l'altitude. Le pilote, le lieutenant Charles Brown, lutte contre les commandes tandis que le bombardier quitte la formation. Ils sont seuls maintenant, séparés du feu de couverture protecteur des autres bombardiers. Un oiseau isolé est blessé. Une proie facile. Par la fenêtre du cockpit, Bob le voit. Un Bf-109 allemand au marquage jaune distinctif qui se rapproche. Le pilote ennemi est si près. Bob peut voir son visage à travers la verrière. C'est la fin. Pence Bob. C'est ici que nous mourrons. Le pilote allemand a tous les avantages. Le bombardier américain est hors de combat. Sans défense. La moitié des canons sont détruits. L'appareil vole à peine. Une seule rafale des canons allemands et c'est fini. Mais la rafale ne vient pas. Au lieu de cela, l'impossible se produit. Le pilote allemand place son chasseur dans la formation avec le bombardier endommagé. Il vole aile contre aile, si près que Bob peut voir le pilote le regarder droit dans les yeux. L'Allemand lève la main et fait un geste, pointant vers le bas, puis mimant un atterrissage. Il leur ordonne d'atterrir, de se rendre. Mais le lieutenant Brown secoue la tête. Ils vont tenter de rejoindre l'Angleterre. Ils rentreront chez eux ou mourront en essayant. Ce qui se passe ensuite défie toute logique de guerre. Le pilote allemand ne les abat pas. Au contraire, il reste avec eux. Lorsque les batteries antiaériennes allemandes au sol s'apprêtent à tirer sur le bombardier américain en difficulté, le pilote de chasse allemand se positionne entre elles et les canons antiaériens. Utilisant son propre appareil comme bouclier, il les escorte. Il les protège. Ce pilote ennemi, dont la mission est de les tuer, leur sauve la vie. Il vole ainsi pendant des kilomètres, un bombardier américain endommagé et son ange gardien allemand, jusqu'à atteindre la mer du Nord. Puis le pilote allemand se porte à leur hauteur une dernière fois. Il regarde Bob et le pilote, leur adresse un salut militaire, puis s'éloigne, disparaissant vers l'Allemagne. Le vieux pub parvient à traverser la Manche. Ils atterrissent en catastrophe en Angleterre. L'avion est tellement endommagé qu'il ne volera plus jamais. Sur les 10 membres d'équipage qui ont décollé ce matin-là,
3 sont morts et 5 sont blessés. Mais 7 hommes sont en vie, alors quand? Toute logique, ils auraient dû mourir. Bob Johnson ne cesse de penser au pilote allemand et à son chasseur au nez jaune qui les a tous sauvés. Le débriefing après la mission est surréaliste. Bob. Et son équipage tente d'expliquer ce qui s'est passé. Comment un pilote de chasse allemand les a escortés jusqu'à la sécurité. Au lieu de les abattre, les officiers du renseignement écoutent avec scepticisme. Êtes-vous certain qu'ils n'essayaient pas de vous forcer à atterrir en Allemagne? Demande l'un d'eux. Absolument. Répond le lieutenant Brown. Il a eu des dizaines d'occasions de nous détruire. Au lieu de cela, il nous a protégés de sa propre. DCA. L'histoire est classée dans un rapport que Bob ne reverra pas avant 40 ans. L'équipage reçoit l'ordre de garder le silence. L'incident est inhabituel, potentiellement bénéfique pour le moral, mais aussi inexplicable. Dans la brutale arithmétique de la guerre, les pilotes ennemis ne sauvent pas leurs adversaires. Mais quelqu'un l'a fait. Bob tente de reprendre son service. Le vieux pub est irréparable. Alors il est affecté à un autre bombardier. Il effectue d'autres missions, voit d'autres camarades mourir. D'autres avions s'écraser en flammes. Mais chaque fois qu'il aperçoit un chasseur allemand, il cherche les Markage Jones. Il se demande, qui était-il? Pourquoi a-t-il fait ça? La guerre se termine en mai 1945. Bob Rentree. Dans l'Ohio, épouse Marie et tente de mener une vie normale. Il trouve un emploi dans une compagnie d'assurance. Ils ont 3 enfants. Il participe à des barbecues entre amis et à des matchs de baseball de jeunes. Il fait tout ce que font les hommes ordinaires en temps de paix. Mais le souvenir le hante. La nuit, il rêve de ce moment où le pilote allemand l'a regardé à travers la verrière. Dans ses rêves, il perçoit quelque chose dans les yeux de cet homme. Ni haine, ni mépris, mais autre chose. De la reconnaissance. Peut-être, de la compréhension. Pendant des années, Bob ne parle presque à personne de ce qui s'est passé. Nous sommes dans les années 1950, puis 1960, et personne ne veut en entendre parler. Honorable nazi, la guerre est perçue de manière binaire dans la mémoire collective. Les Américains étaient bons, les Allemands étaient mauvais. Il n'y a pas de place pour les nuances, pas d'espace pour les récits de pilotes ennemis faisant preuve de clémence. Mais Bob sait ce qu'il a vu. Et il sait que quelque part, si cet homme a survécu à la guerre, se trouve un pilote allemand qui a dû faire un choix impossible. En 1972. Bob a 52 ans. Ses enfants sont adultes. Il songe à la retraite. Et se prépare enfin à tenter de répondre à la question qui le hante depuis près de 30 ans. Qui était ce pilote allemand? Et pourquoi nous a-t-il sauvés? Bob se lance dans des recherches. Il demande l'accès à son dossier militaire pour retrouver les rapports d'opération de ce jour-là. Il découvre que la Luftwaffe tenait des registres méticuleux. Chaque pilote, chaque mission, chaque avion était consigné avec une précision allemande. S'il parvient à déterminer quelle unité opérait dans ce secteur le 20 décembre 1943, il pourra peut-être identifier le pilote. Mais un problème se pose. Nous sommes en 1972 et l'Allemagne est divisée. Les archives dont Bob a besoin pourraient se trouver en Allemagne de l'Est, derrière le rideau de fer, et donc Inaccessibles. Et même s'il y avait accès, il y avait des centaines de pilotes de l'UAFA. Retrouver un pilote précis, un jour précis, semble impossible. Marie, qui a entendu cette histoire un nombre incalculable de fois, lui demande doucement « Pourquoi est-ce si important pour toi ?» Bob. Il réfléchit longuement avant de répondre, parce qu'il n'était pas obligé d'agir ainsi. Il aurait pu nous tuer. Son pays s'attendait à ce qu'il nous tue, mais il a fait un autre choix. Il a choisi la clémence. Et je n'ai jamais pu le remercier. La recherche devient une obsession pour Bob. Il écrit à des historiens militaires. Il contacte des associations d'anciens combattants en Allemagne. Il passe ses week-ends dans les bibliothèques à éplucher des ouvrages sur le Luftwaffe. La plupart des gens pensent qu'il perd son temps. Certains le prennent pour un fou, mais Bob persiste car quelque part, un homme lui a sauvé la vie. Et Bob Johnson est déterminé à le retrouver. La clé de son histoire vient d'une source inattendue. En 1986,
Bob assiste à une réunion d'anciens combattants de son ancien groupe de bombardement. Autour d'un verre, il raconte à nouveau l'histoire. Le pilote allemand qui leur a épargné la vie. Un vieil ami mentionne l'existence d'un chercheur en Allemagne, un historien nommé Schmidt, passionné par les archives. Bob écrit à Schmidt pour lui expliquer ce qu'il recherche. Il faut 3 mois pour obtenir une réponse, mais celle-ci est prometteuse. Schmidt a accès aux journaux de mission des Luftwaffe. Si Bob peut fournir la date exacte, le lieu et l'heure approximative, Schmidt pourra peut-être identifier les escadrilles de chasse présentes dans la zone. Bob fournit tout ce dont il se souvient. Le 20 décembre 1943, près de Brême, environ 14 heures. Un Bf-109 avec des marquages jaunes sur le nez. Un pilote qui a quitté la formation pour escorter un B-7 Endemage. Schmidt se met au travail. Il lui faut des mois de recherche, de recoupement entre différents documents, de vérification des listes de pilotes dans les carnets de mission. Mais peu à peu, une image se dessine. Le 20 décembre 1943, plusieurs escadrilles de la Luftwaffe opéraient dans la région de Brême. L'une d'elles, la Jagdschir 27, utilisait des marquages jaunes sur le nez de ses chasseurs. Schmidt approfondit ses recherches, examinant quel pilote de cette unité était en vol ce jour-là. Il découvre un pilote nommé Franz Stigler, décollant d'un aérodrome près d'Oldenburg. Le carnet de vol de Stigler indique qu'il a engagé des bombardiers américains cet après-midi-là, mais n'a enregistré aucune victoire. C'est inhabituel. Les pilotes de la Luftwaffe consignaient généralement chaque victoire. Pourquoi Stigler n'aurait-il pas revendiqué une victoire s'il en avait eu l'occasion, à moins qu'il n'ait choisi de ne pas la saisir? Schmidt transmet information à Bob, accompagnée d'un avertissement. Je ne peux pas confirmer qu'il s'agisse de votre pilote, mais Franz Stigler est le candidat le plus probable. Cependant, je dois vous prévenir que le retrouver risque d'être difficile. Je n'ai pas son adresse actuelle. Mais Schmidt fournit une information cruciale. Avant la fin de la guerre, Franz Stigler à Immiger. On pense qu'il vit quelque part au Canada. Bob fixe la lettre. Pendant des heures. Franz Stigler. Après 43 ans, il a enfin un nom. Trouver quelqu'un au Canada portant un nom allemand courant semble presque impossible. Mais Bob est allé trop loin pour abandonner maintenant. Il écrit aux associations de la communauté allemande dans toutes les grandes villes canadiennes. Il passe des annonces dans les journaux de langue allemande. Recherche Franz Stigler, ancien pilote de l'UAFA, a piloté des Bf-109 pendant la Seconde Guerre mondiale. Voulez me contacter si vous connaissez cette personne. Les semaines passent. Puis les mois. Bob reçoit plusieurs réponses de personnes prétendant être Franz Stigler ou le connaître, mais toutes ces pistes s'avèrent infructueuses. Mauvaise personne. Mauvais âge, mauvaise unité. Bob a 70 ans et commence à se demander s'il mourra sans jamais avoir trouvé la réponse. Marie, toujours d'un grand soutien, lui suggère qu'il est peut-être temps de laisser tomber. Ils ont eu une belle vie. Ils ont des petits-enfants maintenant. N'est-ce pas suffisant? Mais Bob n'arrive pas à s'en détacher. L'image du visage de ce pilote allemand, aperçu quelques secondes à travers 2 vitres, à une quinzaine de mètres au-dessus du ciel, est gravée dans sa mémoire depuis plus de 40 ans. Puis, en janvier 1990, le téléphone sonne. Allô, Monsieur Johnson. Monsieur Robert Johnson. La voix a un accent allemand, posé et formel. Oui, c'est Bob Johnson. Je m'appelle Franz Stigler. Je crois que vous me cherchez. La main de Bob tremble tellement qu'il manque de laisser tomber le téléphone. 47 ans. 47 ans de recherche et, soudain, de façon incroyable, la voix à l'autre bout du fil est celle de l'homme qui lui a sauvé la vie. Vous êtes le pilote. Le Bf-109 au marquage jaune. Oui, dit Franz d'une voix douce. Le 20 décembre 1943. l'AB-17 était gravement endommagé. Je ne pouvais pas tirer. Il y avait des blessés à bord. Votre avion était hors d'usage. Cela n'aurait pas été honorable. Ils ont discuté pendant 2 heures cette première nuit. Franz vit à Vancouver, en Colombie-Britannique, où il a immigré en 1953. Il a 72 ans, est marié,
père de 4 enfants et grand-père de 6 petits-enfants. Pendant 47 ans, il a porté le souvenir de ce jour, se demandant si le bombardier américain était rentré chez lui. Bob pose la question qui a motivé ses recherches. Pourquoi? Pourquoi ne nous avez-vous pas abattus? France reste silencieux un long moment. Lorsqu'il parle, sa voix est. Lorde de souvenirs. J'étais pilote de chasse pour l'UAFA. J'ai abattu beaucoup d'avions. J'étais bon dans mon travail. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé près de votre bombardier, je vous ai vu par la fenêtre. J'ai vu des blessés. J'ai vu un avion qui volait à peine. Et j'ai repensé à quelque chose que mon commandant m'avait dit un jour. Vous êtes, avant tout un pilote de chasse, mais vous restez avant tout un être humain. Il poursuit, je vous regarde et je me dis que, si j'étais abattu, si j'étais blessé, est-ce que je voudrais que l'ennemi me tire dessus alors que je suis sans défense? Non. Alors je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous tirer dessus. Ce n'est pas la guerre. C'est un meurtre. France confie à Bob qu'il n'a jamais signalé ce qu'il a fait. À son retour à la base, il a simplement enregistré une défaite pour cette mission. Son commandant d'escadrille ne lui a posé aucune question. Fin 1943, le LUAFA perdait la guerre et il y avait des préoccupations plus importantes qu'une victoire aérienne non revendiquée. Mais France raconte que pendant des années, il s'est interrogé sur le sort de l'équipage de ce bombardier. Ont-ils réussi à rejoindre l'Angleterre? Ont-ils survécu? Il a immigré au Canada en partie parce qu'il voulait tourner la page de la guerre, mais aussi parce qu'il craignait des représailles si ses compatriotes allemands apprenaient qu'il avait laissé filer des bombardiers ennemis. Je ne pensais pas savoir un jour ce qui vous était arrivé, dit Fran. Quand j'ai vu votre annonce dans le journal, j'ai failli ne pas appeler. Je me suis dit que vous étiez peut-être en colère. Peut-être vouliez-vous confronter l'homme qui avait abattu votre avion. Non, répond Bob, la voix brisée. Je voulais remercier l'homme qui m'a sauvé la vie. Ils conviennent de se rencontrer. Bob réserve un vol pour Vancouver. 6 semaines plus tard, en mars 1990, Bob Johnson et Franz Stigler se rencontrent enfin pour la première fois depuis décembre 1943. La rencontre a lieu à l'aéroport international de Vancouver. Fran attend dans le hall des arrivées, tenant une pancarte avec le nom de Bob. Bob l'aperçoit de l'autre côté du terminal. Un homme âgé, blond vénitien, s'appuyant légèrement sur une canne, mais dès que leurs regards se croisent, Bob le reconnaît instantanément. Son visage a vieilli, mais ses yeux sont les mêmes. Ils restent un instant face à face. 2 vieillards, anciens, ennemis, séparés par 4 décennies dans un océan d'histoire. Puis France lui tend la main. Bob la prend et soudain, ils s'étreignent, tous deux en larmes, tandis que les voyageurs les dépassent à la hâte, indifférents au miracle qui se déroule sous leurs yeux. Merci, dit Bob. Merci pour ma vie. Merci pour ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Merci pour tout ce que j'ai eu grâce à ce que vous avez fait ce jour-là. France pleure lui aussi. Je suis heureux, dit-il. Je suis heureux que vous ayez survécu. Je suis heureux de le savoir enfin. Ils passent les 3 jours suivants ensemble. France présente Bob à sa famille. Ils feuillettent de vieilles photos. France en uniforme de l'UAFA. Bob en blouson d'aviateur. Ils comparent leurs carnets de bord et leurs cartes, reconstituant cette journée de décembre 1943 avec la précision d'hommes qui y pensent chaque jour. Depuis 47 ans, Bob demande à France s'il a jamais regretté sa décision. France secoue fermement la tête. Jamais. En temps de guerre, on fait beaucoup de choses qu'on doit faire. On obéit aux ordres. Nous servons notre pays. Mais parfois, très rarement, nous avons le choix. Nous pouvons choisir d'être humains. Ce jour-là, j'ai eu le choix et j'ai fait celui que je peux assumer. Avant que Bob ne quitte Vancouver, il conclut un pacte. Ce n'est pas la fin de leur histoire. C'est le début. Ils resteront en contact. Ils se rendront visite. Ils seront amis. Et ils le sont. Pendant les 18 années suivantes, Bob et France sont inséparables. Ils se parlent au téléphone chaque semaine. Ils se voient plusieurs fois par an. Ils assistent ensemble à des événements pour anciens combattants, racontant leur histoire à tous ceux qui veulent bien les écouter.
Leur famille se lie d'amitié. Les petits-enfants de Fran appellent Bob, Uncle Bob. Les petits-enfants de Bob connaissent France sous le nom de Papy France. En 2008, ils collaborent à un livre sur leur expérience, intitulé « Un appel supérieur ». Il devient un best-seller international. Leur histoire trouve un écho auprès de personnes du monde entier, avides de preuves que l'humanité peut survivre même aux heures les plus sombres de la guerre. Franz Stigler s'est éteint en mars 2008 à l'âge de 92 ans. Bob Johnson était à son chevet, lui tenant la main. Lors des funérailles, Bob a déclaré aux personnes présentes que France était l'homme le plus courageux qu'il ait jamais connu. Non pas pour sa façon de combattre, mais pour son choix de ne pas le faire. Bob a vécu encore 5 ans. Il est décédé en 2013 à l'âge de 93 ans. À ses funérailles, les enfants de France étaient porteurs d'honneur. Sur la pierre tombale de Bob, sous son nom et les dates, une simple inscription est gravée, sauvé par la miséricorde, 20 décembre 1943. Dans une guerre qui a fait plus de 60 millions de morts, dans un conflit qui représente peut-être le combat moral le plus évident de l'histoire de l'humanité, il serait facile d'oublier 2 hommes, un Américain et un Allemand, qui ont su choisir l'honneur plutôt que la haine. Mais leur histoire est importante. Elle est importante car elle nous rappelle que les ennemis ne naissent pas, ils se forgent. Elle est importante car elle nous montre que même dans nos moments les plus sombres, nous avons le choix. C'est important car cela prouve que la compassion peut survivre même dans des conditions conçues pour l'anéantir. Franz Stigler avait toutes les raisons d'abattre ce bombardier. Bob Johnson avait toutes les raisons de haïr l'homme qui a attaqué son avion. Mais ils ont fait un autre choix. Et grâce à ce choix, ils nous ont tous fait un cadeau, la preuve que d'anciens ennemis peuvent devenir frères, que la miséricorde n'est jamais vaine et qu'il n'est jamais trop tard pour dire merci.